d'être à la base de ce que je dis, de ce que je fais. Si je ne suis pas encore arrivé en Côte d'Ivoire, peut-être que ce n'est pas encore le moment. Je vais vous donner une image d'un monsieur qui était en larmes et qui s'est rendu à l'agence de Western Union parce que son père était malade et il avait besoin d'argent urgemment pour aller à l'hôpital. Il arrive, l'argent qu'il reçoit à la caisse lui dit: le système est en panne, vous ne pouvez pas faire votre opération. Il a insulté tout le monde, il était en colère. On dit: monsieur, revenez demain. Très en colère, il insulte tout le monde, il rentre chez lui. Il met sa télévision en marche. Il tombe sur des images effroyables. Dans la ville où vivait son père, l'immeuble qui abritait l'agence Western Union venait de s'écrouler, tout le monde était mort là-bas. Il a rebroussé chemin avec un bouquet de fleurs qu'il allait offrir à l'agent qui devait le recevoir et qui a refusé qu'il fasse son opération. Il dit: merci d'avoir sauvé mon père. Si vous m'aviez permis de faire l'opération et lui expédier l'argent, il serait allé retirer cet argent et il serait mort dans cet immeuble-là. Dieu retarde souvent des situations, des circonstances pour nous protéger. Mais nous nous entêtons, nous voulons donner des ordres à la vie. Je suis patient. Et ce que la prison m'a appris, c'est patient. Je dis: je reviendrai en Côte d'Ivoire un jour. Et je remercie mes camarades d'avoir confectionné ce pagne-là. Si Babo Laurent est rentré, si les autres sont rentrés, il n'y a pas de raison que moi je ne rentre pas. Si les autorités ivoiriennes tardent, elles ont certainement une raison. Les autorités savent beaucoup de choses que vous ne savez pas, que je ne sais pas. C'est quand même Blé Goudé qui revient en Côte d'Ivoire. Et le fait que tout le monde est rentré et que moi je suis encore à l'extérieur, je ne prends pas ça tout à fait, du tout. Je ne prends pas cela en mal. Je pense qu'il y a certainement des raisons. On est impatient, mais on y est presque. Le président Laurent Gbagbo et vous, la première fois que vous vous êtes rencontrés, c'était où? C'était sous son ampatam, à la Rivera, quand j'étais candidat pour être secrétaire général de la FESI, et qu'il m'a reçu sur convocation de Guillaume Soro. Voilà où nous sommes rencontrés. Nous étions en 1998, précisément en novembre 1998, où le premier congrès de la FESI devait avoir lieu et qu'il a été reporté. C'est là que le président Laurent Gbagbo, je le rencontre pour la première fois. En 1998? Oui, en novembre 1998. Ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Les autres occasions, comme les jeunes gens de mon âge, je le voyais de loin dans les conférences. Mais la première fois que je lui serre la main, qu'il me reçoit, qu'on échange, nous étions en 1998, précisément en novembre. Parfait. Là, on est dans le sujet Laurent Gbagbo. Lorsqu'il accède au pouvoir en octobre 2000, justement, et qu'après, il y a la rébellion en 2002, est-ce que vous n'avez pas l'impression, avant cette attaque-là de la rébellion, que votre mentor a eu à faire des erreurs évidentes de gestion de la collectivité? À quel moment? Au moment où, par exemple, de 2000 à 2002, avant qu'il ne soit attaqué. Parce que cette attaque, il était prévenu, par exemple. Je ne peux pas juger Laurent Gbagbo. Non, est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs d'appréciation? Je ne peux pas parler de Laurent Gbagbo, de la gestion de son pouvoir en public, jamais. Je me suis interdit cela. Non, je ne veux pas. Monsieur, vous devez analyser... Je ne veux pas et je ne peux pas. Nous marchons selon des principes. Le jour où je veux parler au président Laurent Gbagbo, j'ai l'occasion de le lui dire en privé. Ce n'est pas moi. Non. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à dire. Mais je ne veux pas. Je refuse. C'est un principe que je me suis imposé. Et au moment où je vous parle, rien, absolument rien, ne m'oblige à déroger à cette règle. Pas même ceux qui font beaucoup de bruit. Je le répète. À part ces enfants qui connaissent papa. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Laurent Gbagbo plus que moi. Vous ne voulez même pas donner votre avis sur certains choix qu'il a pu faire? Je ne veux pas. Qui lui ont porté préjudice à la Côte d'Ivoire? Non, mais je ne veux pas parce que je parle avec lui. J'ai l'occasion de parler avec lui. Pourquoi voulez-vous que moi je vienne juger Laurent Gbagbo en public? Mais vous êtes amené à diriger la Côte d'Ivoire demain. Et on estime que du moment où vous aviez été allié hier, peut-être que vous allez réitérer ces mêmes erreurs si aujourd'hui vous n'arrivez pas à tirer le son ou à pouvoir décrypter cela, ne serait-ce qu'en quelques phrases. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas parler de Laurent Gbagbo en public, je ne décrypte pas ses pas ou ses choix. Mais ça, je le garde pour moi. Ce ne sont pas tous les pagnes qu'on met au soleil. Mais
on pourrait dire que quelque part, le fait que vous ne voulez pas, on va dire, donner votre commentaire sur ces erreurs qui sont évidentes, forcément, peut-être vous allez répéter les mêmes erreurs demain si vous êtes au pouvoir. On peut le penser ainsi. Non, ce n'est pas parce que nous ne parlons pas publiquement que nous répétons des erreurs. C'est vous qui dites que Laurent Gbagbo a fait des erreurs. Vos propos vous engagent. Moi, je dis, c'est un être humain, comme tout le monde. Lorsque vous agissez, lorsque vous posez des actions qui engagent la vie de millions de personnes à tous les coups, ces actions seront diversement interprétées. Ces actions produiront des résultats différents. Vous comprenez? C'est celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Dès l'instant où vous agissez, votre action tombe dans le domaine public et est diversement interprétée. Mais moi, Charles Blé Goudé, je dis, je ne parle pas de Laurent Gbagbo en public et de ce qu'il a fait en public. Concédez-moi au moins d'être fidèle à ce principe que je me suis donné. On vous le concède. Si vous étiez président en 2004, alors qu'il y a eu cette crise avec à l'Hôtel Ivoire, justement, et que vous, en tant que président, vous accusiez la France et qu'on voyait la main de la France, surtout qu'elle venait de détruire la flotte militaire à Bouaké, quelle aurait eu la réaction que vous auriez eue en tant que président en son temps, en 2004, en novembre 2004? Vous auriez eu quelle réaction? Je n'ai pas été président en 2004, donc souffrez que je ne puisse pas me mettre à la place de ce que je n'étais pas. Je ne peux pas me mettre dans la peau de ce que je n'étais pas. En 2004, j'étais un jeune homme qui avait la trentaine. Et j'étais à la tête de la société civile qui était opposée les mains nues à tout ce qui était violence politique. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai été jugé pour tout cela, j'ai été acquitté. Je ne peux pas revenir sur tout cela. Et tout cela a entraîné une déchirure en Côte d'Ivoire. Laquelle déchirure nous voulons mettre derrière nous pour parler d'espoir. Je ne veux pas remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Parlons d'espoir. Arrêtons de parler de ce qui nous a attristés, de ce qui nous a divisés. Tirons plutôt des leçons de ce qui nous a divisés. Et puis, parlons d'espoir. Je l'entends bien, mais vous n'arrivez pas, en tout cas dans la plupart de vos déclarations qu'on a pu regarder, vous ne crevez pas l'abcès justement par rapport à cette période de la gestion de votre mentor. Pourquoi? C'est vrai que vous ne voulez pas en parler publiquement, mais est-ce que le fait d'en parler et de relever certaines erreurs qui sont évidentes, est-ce que ça ne pourrait pas permettre la compréhension des choses pour la vie? Il y a des moments où on en parle, il y a des endroits où on en parle, il y a des cadres où on en parle. Ce ne sont pas tous les pagnes qu'on met au soleil. D'accord? Je dis, je veux parler espoir. Je veux parler développement. Je veux parler rapprochement. Je ne veux pas parler de ce qui nous a attristés. Vous savez ce que la Côte d'Ivoire a vécu? Ce n'était pas un jeu. Des gens y ont perdu la vie, qui ne vont plus jamais regagner. Des gens aujourd'hui portent des blessures à vie, que ce soit des blessures morales, que ce soit des blessures physiques. Les conséquences ont été énormes. D'abord de 2000 à 2011, plus particulièrement en 2011, mais aussi en 2004. Je ne veux pas revenir sur tout cela. J'en ai tiré beaucoup de leçons. Soyez-en rassurés. J'en ai tiré beaucoup de leçons. C'est pourquoi je n'aborde plus des questions sous des angles que des gens auraient espéré. Ce que nous avons traversé comme épreuve, cela m'a forgé. Cela m'a mûri. Mais je n'ai pas changé. Je suis resté attaché à mes valeurs et à mes principes. C'est ce que j'appelle je n'ai pas changé. On peut décrypter tout de même toute... Vous savez, quelle que soit la force d'une pluie, elle ne change jamais le plumage d'un oiseau. Elle peut le mouiller, mais elle ne peut pas changer le plumage d'un oiseau. Le plumage ne va pas changer. Je suis Charles Blé Goudé. J'ai mûri, mais je n'ai pas changé. Je suis toujours attaché à mes valeurs. Tirer les leçons de ce qui m'a blessé. Tirer les leçons de ce qui m'a attristé. Me réarmer de nouveau et aller de l'avant. Partager cette expérience-là avec la jeunesse de Côte d'Ivoire. Voilà ce à quoi je m'attelle. Mais je ne m'attelle pas à me lamenter sur mon sort personnel ou sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé nous a enseigné beaucoup. Et les grandes nations sont celles-là qui savent puiser les leçons, tirer les leçons et les enseignements de ce que ces nations-là ont vécu. L'Allemagne est une grande nation aujourd'hui. L'Allemagne a souffert dans le passé. L'Allemagne a été isolée. L'Allemagne a été isolée, divisée. C'était le symbole des deux blocs au niveau de la division.
L'Allemagne aujourd'hui est source d'espoir. Comment, de ce que nous avons eu comme tristesse, comme déchirure, on peut en faire une montagne d'espoir? C'est à cela que je travaille nuit et jour. Je veux faire partie de la solution désormais. Je ne veux pas être au cœur des problèmes. Parfait. À la veille des élections d'octobre 2000, le président Laurent Gbagbo a donné une interview, l'une des rares d'ailleurs ces dernières années. Quel décryptage vous pouvez faire des propos qu'il a pu tenir à la faveur de cette interview que vous avez dû regarder certainement? Une fois encore, à ma décharge et souffré, je ne veux pas commenter les propos du président Laurent Gbagbo en public. Depuis 2000 qu'il a été élu jusqu'à maintenant, j'évite cela. C'est un principe de vie que je me suis donné. Et rien ne m'amènera à me prononcer. Beaucoup s'est dit. Beaucoup s'est dit de mes rapports avec Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent n'appelle pas Blé Goudé. Vous le savez bien vous-même. Ça, on va en arriver. Voilà. Bien avant. Gbagbo Laurent ne dit pas le nom de Blé Goudé. Il y a tellement de choses qui bien avant qu'on arrive au je ne me prononcerai pas là-dessus. Je ne me prononcerai pas là-dessus. C'est un principe que je me suis imposé. Mais je veux dire, pour éclairer l'opinion, tout de même, c'est clair que tout à l'heure, cette question va revenir dans le cours de cet entretien. Bien avant, lorsque le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, on a tous vu le choix qu'il a fait d'abandonner le FPI carrément aux mains du président Afin N'Guessan. Ça, vous pouvez faire un commentaire là-dessus quand même? Non, ça c'est un débat interne au FPI. Vous savez, dans notre pays, on a un problème. Même en tant qu'Ivoirien lambda, vous ne voulez pas vous prononcer? Je dis que dans notre pays, on a un problème. On aime se mêler de tout. Souvent même de ce qui ne nous regarde pas. Un parti politique est un groupement privé qui a ses mécanismes de fonctionnement, qui a ses instances pour régler ses conflits internes. Je ne suis pas membre du FPI. C'est différent. Si vous étiez à sa place, vous auriez pu faire autrement? C'est différent. Lorsqu'une force extérieure empêche le président Laurent Gbagbo de réaliser le programme pour lequel il a été élu, je me dresse. Mais lorsque, à l'intérieur de la machine politique dont il est le fondateur et dont il est le président, il y a un problème, j'estime que les mécanismes existent. J'estime que ses camarades ont les moyens et qu'il a l'autorité de régler tout cela. Il fait ses options et puis il règle ses problèmes. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est une question de formation politique. Mais à sa place, vous auriez fait quoi? Mais je ne suis pas à sa place. Il maîtrise mieux les méandres de son parti politique. Il maîtrise mieux les mécanismes de son parti politique. Il est même allé en Côte d'Ivoire d'abord avant de prendre cette décision. Pour s'imprégner des réalités politiques. C'est un béaba politique. Pour nous, nous avons fait d'abord le syndicalisme étudiant avant de nous retrouver sur la place politique. Et ce qu'on appelle les réalités politiques, les réalités du terrain vous imposent l'attitude à tenir. Les réalités sont très importantes. Que ce soit dans un combat comme la guerre. Parce que si vous prévoyez de mener une guerre dans 48 heures, sur un endroit donné, et que vous arrivez, et que vous n'avez pas prévu par exemple la pluie, et qu'il pleut, vous êtes obligé de changer de stratégie. C'est comme ça que le grand Lénine a battu l'Allemagne. Il a retardé le combat au maximum. Il a retardé le combat au maximum. Il a essayé de louvoyer. Il a essayé de se déguiser. Il a essayé, par des moyens détournés, de retarder au maximum le combat. Jusqu'à ce que l'hiver rude arrive. Parce que lui, il avait entraîné ses soldats russes à résister à l'hiver rude. On parle de l'hiver russe. On voit souvent à des moins 20 degrés. C'est en ce moment que Hitler débarque à Stalingrad. C'est là que lui, il engage le combat. Et que Hitler est perdu dans la neige. Il est perdu dans l'hiver rude. Il ne peut plus avoir de ravitaillement parce que ses avions ne peuvent pas atterrir. Parce que la neige a pris tout ce qu'il y avait comme piste d'atterrissage. Ces soldats allemands n'ont pas été entraînés à la rudesse de l'hiver russe et ils ont perdu le combat. Donc je vais vous dire que la réalité du terrain est un facteur déterminant dans tout combat. Alors le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire
Il s'est imprégné des réalités et il a pris une décision. On n'a pas besoin de bruit autour de ça. Les cartes politiques sont en train d'être redistribuées. Il y a une mutation politique en Côte d'Ivoire. Ça devait être le game. On devait en rire. Chacun devait s'organiser pour participer à ce game. Et à cette mutation. Au lieu d'en faire des conflits. Donc pour vous dire, c'était un conflit interne au Front populaire ivoirien. Des gens m'ont souvent dit, oui, c'est un affidé. J'ai demandé à quelqu'un, mais c'est quoi être affidé? On dit non, ça veut dire que vous faites partie du groupe du président Affi N'Guessan. J'ai dit non. Comment est-il possible que moi je sois membre d'un sous-ensemble alors que je n'ai jamais été membre de l'ensemble lui-même quand il est au complet? C'est un béaba politique. Mais j'ai un problème avec des gens. J'ai un problème avec les gens. J'ai subi une formation politique très rigoureuse et je m'en tiens à ça. Mon soutien à Laurent Gbagbo ne se négocie pas. Mais il n'est pas en danger. Il est juste en train de régler les mécanismes, de se réorganiser. Vu ce qui s'est passé pendant qu'il n'était pas là pendant 10 ans. Au chapitre de cette réorganisation, il parle de son nouveau parti. Un mot là-dessus? Mais je dis que c'est normal. C'est normal qu'un responsable politique de la trempe du président Laurent Gbagbo, qui prend une décision aussi grave que d'abandonner, de laisser l'instrument de lutte qu'il a créé lui-même et qui a symbolisé, qui a marqué toute sa vie. Cela veut dire qu'il a de bonnes raisons. Et qu'il veut se réorganiser. Il se réorganise. Ce samedi, justement... Il a dit qu'il se réorganise. Moi, j'étais toujours à côté. Moi, j'ai toujours eu mon instrument de combat, qui est le COJEP. Depuis 2001, je me suis toujours exprimé au nom du COJEP et à l'intérieur du COJEP. Je n'ai jamais été quelqu'un qui a pris une carte politique aujourd'hui, en 2000, et en 2021, prend une autre carte politique. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un papillon politique. Je ne suis pas un nomade politique. Je ne suis pas un... Vous savez, les éleveurs, eux-mêmes souvent, ils passent même la nuit dans certains endroits. Mais ceux qui aujourd'hui prennent une carte politique, demain, ils prennent une autre carte politique. Je ne suis pas de cette espèce-là. Vous voyez? On vous l'accorde, monsieur le président. Non. C'est bon qu'on se connaisse. Non, on se comprend parfaitement. Voilà. Pour avancer justement dans le débat, ce week-end, le président de l'UNG, Stéphane Chipré, lui, a décidé de rejoindre le nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Quel est votre avis là-dessus? Je n'ai aucun avis à émettre là-dessus. Stéphane Chipré est un grand garçon qui, à un moment donné, au moment où nous étions dans la rue, pour pouvoir soutenir le régime du président Laurent Gbagbo et qu'on n'avait pas de parti politique, il avait mis un parti politique en place. Lui seul sait pourquoi. Aujourd'hui, il estime certainement, selon les raisons, qu'il n'y a plus des raisons que ce parti existe. Mais c'est un grand garçon. Vous voyez? Il faut accepter les mouvements. Moi, je respecte sa position et je n'ai pas de commentaires. Il ne faut pas condamner les autres. Il ne faut pas juger les autres en ne se mettant pas à leur place. J'ai de bons rapports avec le président Stéphane Chipré. Il a décision que son congrès, qui est l'instance suprême de son parti, cette décision a été arrêtée. Il nous faut simplement respecter cette décision. Et puis c'est tout. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de comparer ce qui n'est pas comparable. Au moment où Stéphane Chipré le fait, il est en Côte d'Ivoire. Il est face à ses militants. Il est face à l'instance suprême de son parti. Donc, il est, je vais dire, suffisamment responsable pour assumer ses décisions. Mais il ne faut pas dire comme Stéphane Chipré a fait, pourquoi Blé Goudé ne fait pas? Voilà là où il y a le problème. Merci. Donc, jusque-là, la position du COJEP, c'est laquelle par rapport au nouveau parti du président Laurent Gbagbo? Tout le monde attend ça. Pourquoi? Parce qu'on estime que vous êtes un allié fidèle du président Laurent Gbagbo. Et dès lors où il a annoncé la création d'un nouveau parti, de facto, vous deviez, on va dire, emboîter le pas. Ça devait être automatique. Pourquoi? Selon les observateurs. Pourquoi, en 2002, on n'a pas dit, OK, le président Laurent Gbagbo, vous êtes son allié fidèle, il a le Front populaire ivoirien, pourquoi vous n'allez pas au FI? Vous avez partagé tout de même 7 ans en cellule. Oui, donc pourquoi on ne m'a pas demandé? Vos rapports sont beaucoup plus affermis que jamais. Donc pourquoi on ne m'a pas demandé cela? Moi, c'est ce que je ne comprends pas ici. Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas qu'on parle du passé, de 2002, de 2004. Là, on est en 2021. Le président Laurent Gbagbo crée un nouveau parti et on n'entend pas le président Charles Blé Goudé se prononcer à ce propos. C'est intriguant tout de même. Mais le président Laurent Gbagbo a toujours eu un parti politique.
C'est pas nouveau. Un nouveau parti. Non, 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 oui. Mais il a toujours eu un parti politique. Qu'il soit ancien ou nouveau, le président Laurent Gbagbo a été toujours chef de file d'un parti politique. Jamais je n'ai été membre de ce parti politique. Et jamais ça ne l'a dérangé. Vous avez entendu le président Laurent Gbagbo m'inviter à militer dans son nouveau parti politique. Il a cité des noms. Vous l'avez entendu citer mon nom? Non. Parce qu'on a toujours fonctionné ainsi. Le président Laurent Gbagbo n'a envoyé personne. Ça devient justement excédent. Le président Laurent Gbagbo n'a envoyé personne. Ceux qui font du bruit, là, je le dis aux Ivoiriens, ils font du bruit, ils se cherchent. Parce que autour de la création d'un parti politique qui est en gestation, regardez très bien, ceux qui sont en mission au nom du président Laurent Gbagbo parlent de comment recruter les nouveaux militants. Ils ne parlent pas de Charles Blé Goudé. C'est ceux qui veulent faire du buzz sur le nom du président Laurent Gbagbo et le nom de Charles Blé Goudé qui font beaucoup de bruit. Mais en ce qui me concerne, parler d'une telle décision grave, parce que c'est que vous ne dites pas. D'aucuns me disent, mais pourquoi il ne dissout pas le COJEP? Pourquoi je devrais dissoudre le COJEP? Pourquoi? En tout cas, il a offert une alternative à ceux qui aimeraient rejoindre son groupement politique. C'est un homme politique. Là, le problème ne se pose pas. C'est un homme politique qui a parlé. Il dit, je crée mon parti politique. J'invite telle personne à me rejoindre et à dissoudre leur parti politique. Mais est-ce que vous avez écouté la réponse de ceux qu'il a cités? Comment il s'appelle ce monsieur qui était Kaye Eric n'a pas voulu dissoudre son parti. Sam l'Africain refuse de dissoudre son parti politique. Daniel Claveri refuse de dissoudre son parti politique. Je peux encore en citer d'autres. Tous les regards sont fixés sur Charles Blé Goudé. Pourquoi il ne dissout pas le COJEP? Mais parce que vous êtes un leader qui compte, forcément. Dieu merci que vous le dites. Je vous en remercie. Mais dissoudre un parti politique et même mettre cette question sur une table, qui est une question aussi grave. Parce qu'on ne se lève pas comme ça un matin pour créer un parti politique. C'est parce qu'on estime qu'on a une offre. On ne crée pas un parti politique. On ne le dissout pas le lendemain, comme on se rase tous les matins. Ce n'est pas à moi le COJEP. Vous avez... Non, 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 deux raisons. Oui. Deux raisons. Ce n'est pas à moi le COJEP. Je peux changer mon bureau. Mais je n'ai pas le droit de dissoudre le COJEP. Je n'ai pas cette autorité-là. Maintenant, je suis à l'extérieur, M. Vergès. Tous ceux qui parlent, dont vous parlez, ceux que j'ai cités tout à l'heure, y compris le président de Laurent Gbagbo lui-même, ils sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi? La question n'est pas quand est-ce que Charles Blé Goudé arrive. Pourquoi la question n'est pas mais qu'est-ce qu'on fait pour que notre camarade avec qui on était dans la rue, il arrive? Mais vous avez dit et que la question, non, 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 et que la question est plutôt pourquoi il ne nous rejoint pas dans nos combats? Et puis personne ne l'a dit. Le reste sont des bavardages inutiles. Regardez, l'essentiel c'est la Côte d'Ivoire. Et moi je suis convaincu d'une seule chose. Nous finirons par nous attendre sur l'essentiel. Pourquoi je le dis? Oui. Un parti politique, quand il naît, d'abord, il est animé par ceux qui l'ont créé, qu'on appelle les membres fondateurs, qui mettent une structure en place. Ensuite, on participe ou on procède à son implantation pour aller partager son idéologie que ce parti défend avec les populations. Et on crée des bases, des coordinations, des fédérations, c'est selon. Ça, c'est le parti politique lui-même. Ses responsables et ses militants. Après, selon son idéologie, selon son offre politique, il va maintenant essayer de se faire ce qu'on appelle des alliés et des partenaires. Voilà comment on fonctionne. Donc, il est trop tôt pour mener ce débat. Vous êtes un allié naturel, ça on peut l'entendre. Moi, je suis un allié naturel de Gbagbo Laurent. Okay. Tout le reste là, j'essaie de comprendre ceux qui essaient d'être des commerçants ambulants. C'est vrai que... Mais moi, je ne suis pas... Encore ma priorité en ce moment, et la priorité du COJEP, c'est que je rentre en Côte d'Ivoire. Pour que moi aussi, je participe au débat politique. Ceux qui veulent faire mon bûcher pendant que je suis ici, ceux qui veulent me soumettre à un tribunal pendant que je suis ici, alors qu'eux, ils sont en Côte d'Ivoire, je ne reconnais pas leur tribunal. Je refuse de me présenter à ce tribunal-là. Quand nous serons tous regroupés, on pourrait mener le débat. J'ai dit, même les éléphants de Côte d'Ivoire, quand ils veulent jouer au ballon, il y a un regroupement.
Ouais, je l'entends bien. Mais ça ne devient pas excédent de savoir que toutes les prises de parole publiques du président Laurent Gbagbo, il ne vous cite pas. C'est vrai, tout à l'heure, dans vos propos, vous l'avez évoqué maintes fois, de dire pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à cette problématique. Mais est-ce que vous ne trouvez pas excédent que cela soit ainsi? Je remercie ceux qui s'inquiètent pour cela. Mais je répète ici. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais un soutien indéfectible du président Laurent Gbagbo. Et je le suis encore. De 2000 jusqu'à maintenant. Monsieur Vergès, vous ne trouverez pas un seul discours à cette période où le président Laurent Gbagbo parle de Charles Blé Goudé. C'est moi qui parle du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas lui qui parle de moi. Deuxièmement, je vais encourager les Ivoiriens à s'intéresser au quotidien des Ivoiriens. De s'intéresser au monde de notre société. Tout le reste, c'est comme si on s'ennuyait. Vous comprenez? Par exemple, pourquoi Charles Blé Goudé ne se prononce pas sur tel ou tel sujet? Pendant même que j'étais en prison, qu'il y avait une crise au FPI, entre Afinguessan et ses camarades, on disait, mais quelle est la position de Blé Goudé? Vous ne trouvez pas ça méchant et inhumain? Que je sois en prison, face à un tribunal international, et qu'on veuille encore me traduire devant un autre tribunal en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas du tribunal de droit. Oui, je comprends. Ouais. Qu'est-ce qui était important à ce moment-là? C'est vrai que les gens me prennent pour un champion, pour un homme extraordinaire, mais tout combat a ses priorités. Tout débat a son moment et sa tribune. Au moment où j'étais sur le banc d'accusés avec le président Laurent Gbagbo, ce qui était important était qu'on se batte pour sortir des prisons ou qu'on s'intéresse à des questions extérieures. C'était que vous battiez pour sortir de prison, c'est clair. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et moi, le plus important pour moi aujourd'hui, ma grande joie, ce n'est pas seulement mon acquittement, c'est le fait que je n'ai pas servi de couteau de sacrifice contre Laurent Gbagbo. La dernière fois, justement... C'est que je n'ai pas servi de couteau de sacrifice contre Laurent Gbagbo. Oui, vous avez joué en tout cas votre partition. J'ai fait ce que je pouvais, Vergès. En tant qu'être humain, j'ai mes limites. Ce que je n'ai pas pu faire ne fait pas de moi un traître. Pourquoi les gens me font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Je vous comprends, hein, pourquoi? Je vous comprends, mais c'est parce que justement vous êtes quelqu'un d'important dans le dispositif du président Laurent Gbagbo. Acceptez et souffrez que vraiment les choses soient ainsi. C'est dommage, certes. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27. Non, mais pourquoi? Je vous comprends, je comprends votre amertume. Pourquoi personne... Je comprends votre amertume. Pourquoi personne ne peut penser que moi aussi j'ai une famille? Mais je comprends votre... Non. Mon père s'appelle Blé Gnépo Marcel. Il est mort quand j'étais en prison. Mon grand frère, qui était un douanier, qui est venu de prison, qui est venu d'exil, il est mort. Mon frère, Blé Ponce Roger, est mort. Blé Coupé est mort. Un mois après, son autre frère qu'on appelait frère Juno, Blé Didier Théodore, est mort. Ma soeur, Nathalie, est morte. Je n'ai plus personne. Je suis ici. Le pouvoir d'Abidjan me condamne à 20 ans. Je n'ai vu personne à part le COGEP venir me soutenir au tribunal. Mon crime. On dit souvent à mes amis, non, on n'a rien contre Blé Goudé, mais pourquoi il a transformé le COGEP en parti politique? On doit me brûler parce que j'ai créé un parti politique. Et tenez-vous bien, ces propos viennent des démocrates. Je suis un être humain. J'ai une famille. Je ne suis pas qu'un politique. La dernière fois que j'ai eu mon enfant au téléphone, papa, tu viens quand? Vous savez ce que ça fait? Quand on n'a pas la réponse à cette question, et chaque fois on doit trouver un argument à ses enfants. Je suis un être humain. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ont fait ça à Didier Arafat. On a jugé ce jeune homme-là. On l'a traité de tout le monde. Il pleurait, il criait. Personne n'est venu à son secours. Vous êtes plus fort que ça. Laissez-moi parler. Vous êtes plus fort que ça. Et le jour où il est décédé, tous les stades qu'on lui refusait, on lui a offert ces stades-là à son corps. Rempli ce stade avec tous les honneurs. Il touche du bois. Tout ce qu'on est en train de faire, j'espère qu'on aura le courage demain, quand je ne serai plus de ce monde, de venir dire que c'était un traître. Et qu'on ne viendra pas dire que c'était un combattant. Je n'ai pas besoin d'honneur à titre posthume. Je suis vivant. Je veux rentrer en Côte d'Ivoire.
Je suis venu ici au nom d'une cause commune. C'est parce que j'ai défendu le régime du président Laurent Gbagbo qu'on m'a arrêté pour me mettre en prison. Tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire, sauf moi. Pourquoi cette question ne préoccupe personne? Est-ce que les partis politiques sont au-dessus des relations humaines? Pourquoi on me fait ça? On veut que ma tête explose et qu'on paye des cyberactivistes chaque jour pour m'insulter. On a dit ici, depuis 1 an, Blé Goudé a son passeport. Il a trahi le président Laurent Gbagbo. Vous l'avez entendu sur les réseaux sociaux. Oui, c'est clair. Il ment, il a son passeport. On a les preuves qu'il a son passeport. On suit l'actualité. Non, laissez-moi parler. Je suis encore là. Je n'ai pas mon passeport. Qu'est-ce que ces gens-là disent aujourd'hui? Blé Goudé, il y a un avion qui a été affrété par le président Ouattara pour que Blé Goudé parte en Côte d'Ivoire. On a aujourd'hui le lundi 27 septembre. Je pensais que vous alliez nous dire que vous aviez enfin votre passeport. Ce n'est pas sérieux. Vous ne l'avez pas encore? Je n'ai pas encore mon passeport. Vous ne l'avez toujours pas? J'ai été enrôlé le 16 juillet. Oui. Et à cette date du 27 octobre, 27 septembre du moins, lundi 27 septembre 2021, je n'ai pas encore mon passeport. Je n'ai pas encore mon passeport. Je ne sais pas pourquoi. Mais, je le dis, je ne désespère pas. Le cas de mon passeport, moi je considère cela comme un cas qui n'est pas ordinaire. D'abord, quand vous voulez faire la demande d'un passeport, vous allez sur le site, pour nous qui sommes à l'étranger, de l'ambassade de SNEDAI, qui est la société qui délivre le passeport. Vous faites une demande sur le site de l'ambassade. Et vous choisissez une date de rendez-vous. Vous-même, vous choisissez une date de rendez-vous. Et c'est à cette date-là qu'on vous reçoit. Ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai attendu 3 mois avant d'avoir un rendez-vous. Et le rendez-vous m'a été accordé parce que la décision a été donnée par le chef de l'État. À partir de là, vous comprenez que ce n'est pas une situation ordinaire. Parce qu'ils sont combien les Ivoiriens ordinaires? Il y a une autorité qui m'a dit un jour, mais M. Blé, allez-y à l'aéroport, allez-y à l'ambassade pour faire votre passeport comme les autres. J'ai dit, mais monsieur le ministre, vous savez très bien que je ne suis pas comme les autres. Sinon, vous et moi, nous ne serions pas en train de parler des passeports ordinaires. Il y a combien d'Ivoiriens qui, chaque jour, font les passeports ordinaires et qui parlent avec le ministre? Il y a combien d'Ivoiriens qui attendent le OK du chef de l'État avant qu'on leur délivre un passeport ordinaire? Ce n'est pas un passeport diplomatique. Beaucoup se racontent. La réalité est que je n'ai pas encore mon passeport. Et je ne comprends pas pourquoi. Vous savez même que pour me vacciner, je ne pouvais pas. Pour quelle raison? Parce que je n'ai pas de passeport. On me demande un numéro matricule à mon ambassade. Je n'en ai pas. Mais vous avez là où on fait la publicité des vaccins, moi je ne pouvais pas. J'ai écrit à la CPI. Jusque-là, elle ne m'arrêtait pas de rendez-vous. C'est une compatriote ivoirienne qui est mariée à un Hollandais. Son mari et elle ont dû se déplacer physiquement pour expliquer ma situation particulière. Et le 21 septembre dernier, j'ai pu avoir ma première dose. Vous voyez jusqu'où le fait que je n'ai pas de passeport m'amène. Je suis un apatride. Je n'ai aucun papier. Des gens utilisent frauduleusement mon nom sur les réseaux sociaux pour ouvrir des pages Facebook, des profils. Il y en a même qui utilisent mon nom et mon image pour publier des images obscènes. Je ne peux même pas revendiquer quoi que ce soit parce que je n'ai aucune identité. Quand j'écris, Facebook dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que vous-même qui nous parlez, vous n'êtes pas aussi une fausse identité? Donnez-nous au moins la copie d'un passeport, en cours de validité. Voilà toutes les conséquences. Je suis aujourd'hui comme un apatride. Est-ce que les gens pensent à ça? Est-ce qu'ils se mettent au moins à ma place une seule seconde? Au lieu de me juger, d'abord félicitez-moi d'avoir tenu moralement dans cette prison. D'avoir tenu physiquement. Et de n'avoir pas craqué. En tout cas, bravo. Ce que je voulais vous dire, oui. Pour le reste, c'est peut-être l'adversité politique, mais on ne tire pas sur une ambulance. Attendez que je sois dans les mêmes conditions que vous. Et puis le débat politique, on va le mener, Dieu. Moi, je suis prêt sur la santé des Ivoiriens, sur l'éducation des Ivoiriens, sur l'agriculture, sur l'économie, sur la corruption qui gangrène notre société. Je suis prêt, Dieu. Mais je ne suis pas prêt pour les querelles. Quand vous m'invitez aux querelles, au rendez-vous, je serai absent. Invitez-moi au débat constructif, je serai présent. Le COJEP n'est pas un lieu de pugilat.
Je n'ai pas créé le COJEP pour animer Facebook. J'ai créé le COJEP parce que j'ai une offre politique avec mes amis. Et nous travaillons sur notre projet de société. Je vous remercie. Je vous en prie. Ce n'est pas le discours de fin, hein, parce qu'on est encore en plein dans l'interview. Tout à l'heure, on parlait du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 27 septembre. La dernière fois où vous êtes au téléphone, c'était quand? Ça aussi, je n'en parle pas. Justement, qu'est-ce que je dois chercher à prouver à qui? Non, mais vu que vous ne voulez pas parler de ça, le fait aujourd'hui de parler du président Laurent Gbagbo, in fine, beaucoup de personnes seraient tentées de se dire qu'il y a un désaccord total, mais que vous parlez aujourd'hui de lui comme un fonds de commerce. Je n'en parle pas. Je ne cherche pas à triompher de qui que ce soit. Quand je dis aux militants du COJEP que je veux leur parler, je ne leur dis pas, je vais vous parler au nom du président Laurent Gbagbo. Et ils viennent. Et vous le savez. C'est clair, oui. Vous arrivez à mobiliser sans lui, mais je ne veux pas cela. Je ne veux pas franchir ce Rubicon-là. Je ne veux pas me comparer à Laurent Gbagbo. Il n'est pas mon égal. Non, on ne parle pas de comparaison. Alors, c'est quoi le problème? Mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup seraient tentés d'avancer et de dire, et on pourrait leur donner raison, qu'entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, aujourd'hui, c'est la rupture. D'autant plus qu'il y a certaines choses qu'il ne veut pas dire, mais il utilise le nom du président Laurent Gbagbo comme un fonds de commerce. À quel moment j'utilise le nom du président Laurent Gbagbo comme un fonds de commerce? Donc, on pourrait penser pour faire mes rassemblements ou pourquoi? Non, pas pour faire votre rassemblement. Mais à quel moment? Pas pour faire vos rassemblements, mais le fait, forcément, de revendiquer son tutorat ou de revendiquer le mentorat, mais sans pour autant dire quel est, au jour d'aujourd'hui, à quoi tient vos rapports, forcément, on peut faire des déductions. C'est moi qui devais venir pleurer sur les réseaux sociaux ou dans la presse pour dire que venez à mon secours parce que mon mentor ne m'appelle plus, parce que je suis en souffrance, parce que je suis isolé. Mais vous voyez d'autres, c'est eux qui font de cela un fonds de commerce et comme une cause qu'il faut. Moi, je vais vous dire que ça, ce n'est pas un projet de société. Je ne parle pas de mes rapports avec Laurent Gbagbo ici. Quand j'étais dans le trou avec Laurent Gbagbo, on était deux. Quand j'étais sur le banc des accusés, le 31 mars, et puis on attendait notre sort, Laurent Gbagbo et moi, on était deux. Quand en janvier 2019, on ne savait même pas qu'on allait sortir des prisons, et que le procureur refusait qu'on nous livre, et que ce jour-là, le juge nous fait sortir des prisons, nous acquitte, et que quelques heures après, on nous remet les menottes, alors que nos familles nous attendaient déjà à la sortie de la prison, et qu'on oublie de nous remettre dans les cellules de prison, et que ce jour-là, le président Gbagbo nous regardait dans les yeux, impuissant. Que dire à nos familles qui nous attendaient? On était deux. Quand malgré notre acquittement, on devait encore attendre 2 semaines en prison, on était deux. Quand devant le monde entier, on nous traitait de criminels, on était deux. Quand nos familles ne dormaient pas, quand nos enfants se sentaient seuls, on était deux. Et à deux, vous avez dit beaucoup de choses, ça c'est clair. Je ne veux pas parler de tout cela. Je ne suis pas dans un jeu. Il s'agit de la vie d'une nation et de la vie des personnalités. Ceux qui veulent jouer, qu'ils aillent s'amuser ailleurs. Ceux qui veulent une place auprès du président Laurent Gbagbo, qu'ils l'occupent librement. Je ne suis pas candidat à la succession du président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas candidat à la guerre des successions. Je ne suis pas candidat à la guerre des héritiers. Je sais ce que la guerre des héritiers a fait comme mal à mon pays. Comme le fleuve, je veux faire mon propre lit. Mais cela ne m'emmène pas à renier mon mentor. Vous comprenez? Le président Laurent Gbagbo veut créer un nouveau parti politique. Il est en train de le faire. Cessons tout cet entamant-là autour de lui. Un parti, on peut le créer. Après, il faut le gérer. Il a besoin de partenaires. Il a besoin de voix pour conquérir un pouvoir. Vous voyez? Moi, je dis, un jour, je vais diriger la Côte d'Ivoire. J'ai un ami qui m'a appelé. Charles, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, pourquoi? Il dit, c'est comme si tu concurrençais Gbagbo. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Les gens font trop d'amalgame. Je le répète encore devant cette caméra-là. Un jour, je vais diriger la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Je vais diriger la Côte d'Ivoire. Mais je ne veux pas diriger la Côte d'Ivoire contre le président Laurent Gbagbo. C'est clair. Quelqu'un m'a dit, mais il a dit que si le président Laurent Gbagbo est candidat, il ne serait jamais candidat. Mais le président Gbagbo n'a pas encore dit qu'il est candidat. Mais le jour et moi, je ne vais pas attendre qu'il pleuve avant que je puisse construire mon appartement. Mais le jour où il est candidat, est-ce que vous serez face à lui? Il n'est pas encore candidat. Okay. Mais si c'était le cas? Mais je ne vais pas me renier. Ok, parfait. Donc vous n'allez pas... Vous me voyez moi dans un débat
face à Gbagbo. Je renie tout mon passé. Je ne suis pas comme ça. Je respecte les aînés. Mais j'existe. Dans la vie, si vous voulez qu'on compte avec vous, comptez d'abord vous-même et comptez sur vous-même. Super. C'est ce que je veux partager. Ce sont ces valeurs-là que je veux partager avec les jeunes de Côte d'Ivoire. Comptez d'abord sur vous-même. Soyez d'abord vous-même. Et être soi-même est un combat difficile. Ça peut vous valoir des rejets. Mais restez vous-même. Quelle est votre lecture par rapport à la position de l'ex-première dame Simone Gbagbo par rapport au nouveau parti du président Laurent Gbagbo? Ça encore, c'est un problème interne. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit, nous laissons l'enveloppe. Nous allons créer notre parti. Donc, ce sont les mêmes qui vont créer un parti. Rien n'a changé du tout. Ce qui a changé, c'est qu'il invite d'autres forces maintenant à les rejoindre. Donc, sur ce point-là, je n'ai pas d'opinion à émettre. Mais si vous parlez de mes rapports avec l'ex-première dame Simone Gbagbo, en ce moment, je peux vous répondre. Aisément. C'est quoi, justement, vos rapports? C'est ma maman. Et j'ai beaucoup de respect pour elle. Je l'admire pour sa résilience. Ça fait souvent débat, surtout que récemment, hein, c'est vrai que ce n'est pas des sujets que nous aimons aborder personnellement, mais ça fait débat par rapport au choix de vie privée du président. Ça fait débat et on s'est dit, mais du moment où vous revendiquez Simone Gbagbo comme votre mère, forcément le nouveau choix de votre mentor, qui est d'être aujourd'hui avec Mme Nandi Bamba, cela crée un problème quelque part. Qu'est-ce que vous dites de cela? J'étais leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Avant ça, je suis passé par plusieurs étapes. J'ai été d'abord apprenti à la FESI avant d'être chauffeur. J'ai fait cette école qui m'a formé. Ensuite, les épreuves que j'ai traversées trop jeune m'ont délivré des diplômes de maturité. Est-ce que vous m'avez une fois entendu émettre un avis sur la vie privée du président Laurent Gbagbo? Moi, je parle de la femme politique Simone Yves Gbagbo. Le mariage, là, ce n'est pas un référendum. C'est une question de cœur. C'est un contrat entre deux individus. Je n'ai rien à faire. Je n'ai aucun avis à émettre sur cette question-là. D'accord? J'ai fait la prison. Maman Simone a fait la prison. Pour la même cause pour laquelle j'ai fait la prison. Pourquoi voudrez-vous que je puisse la haïr? Pourquoi voudrez-vous que je ne puisse pas dire publiquement que j'ai du respect pour elle? Mais vous comprenez que cela peut vous mettre en délicatesse avec Mme Nandi Bamba, qui est la nouvelle compagne de votre mentor? Non, ne prêtez pas d'attention à Nandi Bamba. Non, je dis cela pourrait vous mettre en délicatesse. Non. Les gens parlent souvent de beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Mais justement, vu que vous parlez de vos rapports avec Mme Simone Gbagbo, quels sont vos rapports avec Mme Nandi Bamba? On a de bons rapports. Je vous le dis aujourd'hui. On a de bons rapports. Mais on parle de quoi? C'est ça qui est la question. Justement, vous parlez de quoi? Non, mais ça non plus, je ne parle pas de ça publiquement. Donc moi, je ne suis pas dans ces débats inutiles-là. Et, monsieur, quand on veut parler des questions d'État, il faut avoir une posture d'homme d'État. La frontière entre les affaires privées et les affaires d'État, moi je l'ai établie. La frontière entre les relations humaines et les rapports politiques, moi je l'ai établi. Parce que demain, je vais diriger la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de respect pour l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo. Je n'ai pas de haine contre Nandi Bamba. Pourquoi devrais-je le faire? Par rapport à votre proximité, justement, vous avez envoyé une délégation récemment lors de la présentation du mouvement Simone Gbagbo. Je vous envoie sourire. Cela répondait à quoi? Parce qu'elle nous a invités. Et pourtant, vous n'avez pas envoyé de délégation lorsque le président Laurent Gbagbo devait lancer... Parce qu'on n'a pas été invités. Okay. C'est tellement simple. Madame Simone Yves Gbagbo m'a appelé au téléphone. Mon fils, il y a un mouvement qui m'a invité à être marraine. Je souhaiterais que
tu envoies une délégation au COGEP, du COGEP. Comme la majorité des membres sont des femmes, j'ai demandé à Mme Bizier, présidente de l'Union des femmes du COGEP, de constituer une délégation pour y être. Elle y a été pour nous représenter. Simplement, c'est de l'élégance politique. C'est une réciprocité au fait quelque part. Mais souvent, même quand le Front populaire ivoirien en son temps organisait des manifestations, des congrès, au moment où Laurent Gbagbo était le président, le PDCI-RDA était toujours représenté. Vous savez par qui? Non. Par Ewi Bernard. Oui, Coution Bernard, oui. C'est lui qui venait toujours représenter le PDCI-RDA aux différentes manifestations du Front populaire ivoirien. Mais parce que c'est l'élégance. Pourquoi nous avons perdu ces mœurs-là? Pourquoi nous avons perdu ces mœurs-là? Monsieur le ministre, vous permettez, hein, vous avez dit que vous avez été invité par l'ex-première dame par rapport à son mouvement. Vous n'aviez pas été invité, en tout cas le COGEP, en ma connaissance, peut-être que vous aviez été convié pour l'accueil du président de la République, de l'ex-président, Laurent Gbagbo, mais vous aviez, en son temps, vous êtes joint au mouvement. Ça, c'est différent. Dans quel sens? C'était un accueil populaire de toute la nation. Ce n'était pas une structure qui organisait un congrès ou qui organisait une réunion de concertation pour pouvoir constituer un parti politique. C'était différent. Le président Laurent Gbagbo, ses rapports avec les Ivoiriens vont au-delà des frontières politiques. 10 ans après, il revenait en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas été invités à être dans la commission. Nous sommes allés, on nous a accueillis. Mais savez-vous quelque chose? Non. Dites-nous. Au moment où il fallait former les délégations pour aller à l'intérieur du pays, pour mobiliser ensemble avec les autres partis et mouvements, le COGEP a été exclu. Les noms que j'ai donnés ont été exclus. La fracture doit être profonde quand même, hein, entre vous et votre mentor. Permettez-moi de faire cette déduction. Non. Moi, je connais le président Laurent Gbagbo. Je vous dis toujours, il n'y a pas quelqu'un qui connaît le président Laurent Gbagbo plus que moi. Donc, Laurent Gbagbo n'aurait jamais fait ça. Ce n'est même pas lui. Ce ne sont même pas les instances de son parti qui ont fait ça. Ce sont des individus qui croient être en concurrence avec moi, qui jouent à ce jeu. Vous avez l'impression d'être combattu au sein de son parti? C'est ce qui est normal. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Savez-vous comme exclusivité que le 2 octobre 2002, vous vous rappelez cette date? Oui, la première mobilisation à la place de la République au plateau, si j'ai bonne mémoire. Parce qu'après, il y a eu le 2 novembre 2002. Je regarde les Ivoiriens 2002. droit dans les yeux. Cette marche-là, qui a sauvé la République, qui a rassemblé tous les Ivoiriens. Près de 2 millions de personnes, je crois bien, à la place de la République au plateau, oui. On m'avait interdit d'organiser cette marche. Ce n'était pas la rébellion qui m'avait interdit de faire cette marche. Ce n'était pas la direction du parti au pouvoir en ce moment. Des ministres m'avaient convoqué pour me dire que cette marche-là était inutile et inopportune. Le savez-vous? Bah, vous nous le livrez aujourd'hui en exclusivité. Je les aurais écoutés que la marche du 2 octobre 2002 n'aurait jamais eu lieu. Je n'ai pas encore commencé à parler. Je vais arriver en Côte d'Ivoire et on va se parler. Savez-vous que lorsque les chars étaient devant l'hôtel Ivoire, j'étais à San Pedro. Oui. Et que quand je suis revenu, l'option n'était pas que les jeunes soient appelés dans la rue. Le saviez-vous? L'option était que chaque jeune rentre chez lui à la maison. Et que c'était un combat entre armées. J'ai pris une autre option. Celle d'appeler les jeunes dans la rue. La suite, vous la connaissez. Souvent, je prends des décisions qu'on ne comprend pas. Mais qu'on salue plus tard. C'est comme ça que je fonctionne. Je tenais à le signifier. Mais je ne veux pas pour le moment qu'on me provoque. Je ne veux pas me laisser envahir par mes émotions. Parce que ma responsabilité, elle est lourde. Elle est d'autant plus lourde que je suis encore ici. Il ne faut pas qu'on juge quelqu'un sans chercher à le comprendre. Si je n'avais pas été têtu à ces deux occasions principales dans la vie de la nation que je viens de vous citer, les choses se seraient passées autrement. Calmons-nous. Il y a encore du chemin à faire ensemble. Il y a encore du chemin à faire ensemble. Mais vous savez pourquoi je suis content? Parce que mes amis avec qui j'ai une histoire, qui sont autour du président Laurent Gbagbo, vous les voyez? Est-ce que vous les entendez? Non. Est-ce que vous les entendez? Non. Parce que j'ai une histoire avec eux. Et parce qu'ils sont formés comme moi. Ils savent faire la différence entre le périphérique et l'essentiel. Ils savent faire la différence entre
les contradictions principielles aussi, et les contradictions secondaires. Regardez très bien. Quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, que nous serons tous regroupés. D'abord, je vais aller m'incliner devant la mémoire, devant les tombes des miens qui sont décédés, au niveau de ma famille biologique, mais aussi au niveau de ma famille politique. Et mes amis du COJEP, dont j'aurais au moins respecté la douleur, les efforts qu'ils ont fait à me soutenir pendant que j'étais en prison. Ceux-là, j'ai besoin de les écouter aussi. Et on verra ensemble quelle sera la décision du COJEP, non la mienne. Il n'y a aucune urgence. Il n'y a aucune urgence. Il n'y a aucune urgence. Alors que le président Gbagbo Laurent parle de moi ou pas, mais parce qu'il ne l'a jamais fait. C'est une habitude. Et vous appréciez ça ainsi? Je n'ai pas à commenter cela. Je n'ai pas à commenter cela. Moi, je me bats pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mes amis aussi s'organisent, vous le voyez, pour que je rentre en Côte d'Ivoire. En tout cas, lorsque le président Laurent Gbagbo est parti en Côte d'Ivoire, il y a un fait notable qu'il a posé, qui a été apprécié de par le monde. C'était cette rencontre avec le président Alassane Ouattara. Est-ce que vous pouvez commenter cette rencontre? C'était très bien. Et c'était un exemple. Voyez-vous, le président Laurent Gbagbo est parti au palais présidentiel. Entré dans cette pièce qu'il occupait en tant que chef d'État et de laquelle il a été éjecté par la manière sur laquelle je ne veux pas revenir ici, il faut être moralement fort pour le faire. C'était un effort qu'il a fait pour y aller. Moi, je veux saluer cela. Que le président Ouattara l'ait accueilli avec tous les honneurs, alors que c'est son adversaire farouche, tout le monde sait comment ils se sont séparés. Et je pense que c'était un exemple à suivre pour la Côte d'Ivoire. Cette rencontre, le président... Mais c'est la suite que moi j'attends. Ok. Justement, cette rencontre, est-ce que le président Laurent Gbagbo vous en avait parlé en aparté? Je savais que le président allait être reçu. Mais je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, devant cette caméra. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal. Juste pour se donner des galons. Juste pour s'enorgueillir de venir devant des caméras et dire ce qu'on s'est dit avec des personnalités en privé. Ce n'est pas juste. Qui sait plus que moi? Beaucoup de choses. Vos rapports avec... Tant au moment de la gouvernance du président Laurent Gbagbo, que tant au moment où on était en prison. Qui sait plus de choses que moi? Mais vous voyez que j'ai fait beaucoup d'interviews. Mais chaque fois qu'on m'a interrogé là-dessus, j'ai toujours louvoyé. Pour ça encore, on veut me condamner. Mais c'est ce qu'il faut encourager. Je dis, si tu vas au champ, et ton ami et toi, ton frère et toi, ou ton ami et toi, vous parlez des papas, et que chacun essaie de critiquer les petits pas des papas, que ce soit doucement ou avec dureté, comme on le dit, là n'est pas le problème. C'est celui qui vient à la place publique pour exposer ce que vous avez dit au champ, c'est lui qui est le problème. N'est-ce pas? Donc ça, ce n'est pas un problème pour moi. Et ça, ce ne sont pas des débats, ça. Mais je vais simplement dire, jugez-moi sur mes actions politiques. J'ai un projet pour la Côte d'Ivoire. Ce projet-là, ce n'est pas un projet contre Laurent Gbagbo. En tout cas, on a hâte de voir ce projet. Voilà. Vos rapports avec le président Alassane Ouattara? On n'a pas de rapport. Pas parce que je ne le veux pas, mais c'est le chef de l'État en exercice. Il sait ce que ça veut dire. Pour avoir côtoyé un président, il sait ce que ça veut dire. Surtout dans ce contexte-ci. Vous avez lancé beaucoup de messages à son endroit. Il n'y a jamais eu un appel de l'un d'un membre de son entourage, encore moins un appel de lui vous concernant? D'abord, le président Alassane Ouattara, de manière protocolaire, ne peut pas m'appeler. Vous le savez très bien. Enfin, je pense que tout de même, en tant que leader politique de premier rang en Côte d'Ivoire, et avec pas mal de messages que vous avez lancés à son égard, quand même, vous avez demandé maintes fois à échanger avec lui, il n'y a jamais eu de démarche dans ce sens de son côté? Ça non plus, je n'en parle pas. Les questions d'État sont des questions d'État. Que je m'entretienne avec l'entourage du président Alassane Ouattara ou pas, je n'ai pas besoin d'en parler ici. Moi, je suis conscient de mes responsabilités. Je ne cherche à triompher de personne. Je ne cherche à démontrer une puissance à personne.
Je veux justement participer au débat politique dans mon pays. Pour le faire, cela exige beaucoup de rigueur, beaucoup de retenue. On pourrait voir demain, voir en tout cas le COJEP s'allier au parti du président Alassane Ouattara? Cela dépend de quelles valeurs nous partageons ensemble. Cela dépend de quel projet de société nous partageons ensemble. Parce que dans notre pays, dois-je le dire encore assez, ce n'est pas souvent ce qui motive les alliances. Les gens créent des partis politiques juste pour se fondre dans des alliances et espérer avoir des postes. Ce n'est pas ça faire la politique. Ce n'est pas ça faire la politique. Faire la politique, c'est d'abord mettre en place un cadre politique qui est votre parti politique. Sur la base d'idéologie, sur la base d'une vision, sur la base d'un projet de société. Maintenant, s'il y a des autres partis politiques qui existent dans l'environnement politique, avec lesquels vous partagez des idéaux, vous partagez un projet, en ce moment, vous pouvez le faire. Au-delà de tout ça, et s'il arrivait aujourd'hui à vous faire appel, qu'est-ce que vous répondiez? Faire appel, pourquoi? Pour rejoindre par exemple le RHDP ou voilà, pour marcher je vous ensemble demande, quelque part. Quand on marche ensemble, c'est sur la base des valeurs. Oui, s'il estimait que vous partagiez certaines valeurs et qu'il vous faisait appel, quelle serait votre position? Laissez-moi vous rappeler exactement ce que j'ai dit à une radio internationale.